Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette grande édition d'information. Tout de suite, les titres. Le chiffre 156 000, c'est le nombre de personnes âgées de 18 ans et plus visées par la vaccination contre le Covid-19. La campagne a été lancée ce vendredi et devrait toucher les 5 communes de Conakry plus Kassa. La Banque centrale de la République de Guinée hâte les pas pour être à la pointe du processus de la numérisation et le contrôle du secteur financier guinéen. Un document vient d'être élaboré et soumis aux acteurs pour approbation. Et puis l'invite du secrétariat général aux affaires religieuses pour des sacrifices, le cas non-faux et l'interpellation des imams qui ont bravé l'interdiction des prières nocturnes à Cancan. Ces sujets ont polarisé les débats cette semaine. Et quelle lecture en fait l'imam de la mosquée Bilali de Nongo? Vous l'entendrez dans ce journal. Encore une fois, bienvenue à tous. Je vous le disais à l'instant, l'inclusion financière au centre des préoccupations des autorités de la Banque centrale au regard de la prolifération des institutions des microfinances, établissements de monnaie électronique et compagnies d'assurance. Il s'avère nécessaire d'adopter une stratégie commune pour réglementer mieux les choses. C'est dans ce cadre qu'un document de stratégie nationale a été réalisé par la Banque centrale. Le document a été soumis aux acteurs concernés pour approbation. Alceni Bari décrypte les images de nos confrères de la RTG. La problématique de l'inclusion financière en Guinée est une préoccupation des acteurs politiques et financiers. Plus le secteur se développe et se diversifie, mieux les problèmes demeurent, d'où la nécessité d'adopter la réglementation du secteur au contexte actuel. C'est dans ce cadre que les départements ministériels, la Banque centrale et les sociétés concernées ont conçu et réalisé un document de stratégie qui devrait leur servir de boussole pour les 3 prochaines années. Le premier axe vraiment important, c'est la réglementation, c'est-à-dire offrir un dispositif réglementaire adapté, innovant au système financier pour permettre la promotion de l'inclusion financière. De l'autre côté, en ce qui concerne l'offre de produits financiers, nous avons la protection des consommateurs également, qui constitue un axe important. Nous avons un consensus qui est dégagé, déjà sur le document, la nécessité de doter le pays d'une stratégie nationale d'inclusion financière. Ce document soumis et approuvé par l'ensemble des acteurs pourrait être validé très prochainement par le Conseil des ministres. L'inclusion financière, cet outil efficace de réduction des inégalités et de lutte contre la pauvreté, est une aubaine pour les personnes exclues des services bancaires classiques, comme les femmes et les jeunes en milieu rural et urbain. C'est le lieu de saluer vivement la vision du président de la République et de son gouvernement pour avoir inscrit l'inclusion financière au cœur du développement en tant qu'outil puissant de lutte contre la pauvreté dans notre pays. L'événement a pour but d'échanger avec les parties prenantes sur les axes d'intervention identifiés et de recueillir vos contributions pertinentes afin d'enrichir le document de la stratégie avant sa soumission au gouvernement pour adoption. Le plan stratégique compte 33 actions à réaliser autour de 7 axes, essentiellement basées sur la supervision, la prévention des faillites et l'amélioration du cadre réglementaire. Il faut ajouter à ceci le renforcement des structures de paiement, tant au niveau de la Banque centrale qu'à l'Agence de régulation des postes et télécommunications pour limiter les contraintes d'accès aux services financiers et renforcer l'éducation et l'évaluation de toutes les actions à réaliser. Lancement de la campagne vaccination communautaire contre le Covid-19. Elle devra toucher les 5 communes de la capitale et la sous-préfecture de Kassa. Plus de 156 000 personnes âgées de 18 ans ou plus sont ciblées par cette initiative. Le ministère de la Santé invite les populations à respecter les 2 doses sans pour autant paniquer lors de la rupture du vaccin, car plusieurs mois peuvent s'écouler dans l'intervalle des 2 doses. Alceni Bari, Aboubakar Keke, Bangoura. Cette campagne de vaccination communautaire contre le Covid-19 a été lancée à la direction régionale de la ville de Conakry,
L'idée est de renforcer le dispositif contre le Covid-19 avec l'approche accélérée. Au lieu de 16 équipes, désormais ce sont 87 équipes de vaccination qui seront dispatchées dans les 5 communes de Conakry et la sous-préfecture de Kassa. Le Palais du Peuple, les Blue Zones, la Ligue islamique, l'archevêché devront abriter les équipes. On veut éviter la concentration de ceux qui auront besoin de se faire vacciner. 2, on veut avoir suffisamment de personnes qui doivent venir là pour se faire vacciner. C'est pourquoi on a cherché les grands espaces. Et comme c'est dans chacune des communes, ces espaces-là se sont retrouvés. Donc, les équipes automatiquement reviennent aux communes, c'est-à-dire aux DCS qui les abritent. La vaccination se fera du lundi au samedi, de 8h à 15h30 et concerne tous les citoyens âgés de 18 ans ou plus. La première vague de vaccination qui a été organisée a été sélective parce que la quantité de vaccins ne suffisait pas. Il a été décidé de privilégier les personnes âgées et d'autres personnes encore. Mais cette vaccination qui est communautaire maintenant signifie que c'est sans distinction, sans discrimination, que toute la population guinéenne de la ville de Conakry sera vaccinée et gratuitement. 4 types de vaccins seront administrés aux populations. Il s'agit du Sputnik, le Sinopharm, le Sinovac et l'AstraZeneca. Le dernier type n'est conseillé qu'aux personnes âgées de 55 ans ou plus. La dose, c'est 2 doses. On fait les premières doses, on donne le rendez-vous pour la 3e dose. Alors je vais mettre l'accent sur quelque chose de très important et très très important. La date que nous mettons sur les carnets, c'est la date butoir pour ne pas faire un autre vaccin. Mais cette date peut être dépassée pour prendre la 2e dose. Simplement, si ça trouve que nous sommes confrontés à un problème de rupture, la personne peut patienter jusqu'à 2 mois, 3 mois. Parallèlement, la Guinée fait face à Ebola et la fièvre Lassa, d'où la détermination de ses autorités à en finir avec cette épidémie. Le maintien en condition opérationnelle et la formation continue du personnel de la gendarmerie sont des priorités du haut commandement de la gendarmerie nationale. Il vient d'initier une formation à l'intervention professionnelle de base pour les 4 groupements de gendarmerie mobile et d'intervention de la capitale. La formation a duré 2 mois. Elle a été clôturée ce vendredi. Mamadou Kalisso, Ibrahima Sori et Camara. Au cours de la formation, ils ont acquis des notions sur la maîtrise de l'adversaire avec et sans armes, des tactiques d'intervention. Au terme, 30 participants ont été sélectionnés sur la base du mérite. Ils ont été engagés dans le parcours d'engagement pour clôturer la formation. Au cours de ce parcours d'engagement, ils vont passer 7 ateliers. Dans les 7 ateliers, ils vont restituer les techniques et les technicités apprises au cours de leur formation devant les instructeurs qui vont le noter. Et à l'issue, 5 d'entre eux seront retenus pour être des récipiendaires. Dans le cran de mire donc, de la division intervention professionnelle, il s'agit de former tous les modules 400, c'est-à-dire les pelotons d'intervention des escadrons de gendarmerie mobile de la capitale à l'intervention professionnelle au niveau groupe. Cette formation déjà a été suivie par les 2 escadrons de gendarmerie mobile et d'intervention et aussi le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale. Le cap sera mis prochainement sur l'intérieur du pays. La même formation sera dispensée afin de permettre à tous les escadrons de gendarmerie mobile d'être au même niveau. Selon ces spécialistes en intervention professionnelle, ces différentes étapes visent à modeler le gendarme face aux citoyens dans le strict respect de la loi. L'ensemble des stagiaires, au vu des résultats des différents examens qu'on a eu à dérouler, le résultat reste satisfaisant. D'après le coordinateur des escadrons de gendarmerie mobile, cette formation est le fruit d'un constat sur la récurrence des violences envers les forces de l'ordre. Ils invitent les récipiendaires au professionnalisme. Je tiens à vous remercier pour l'intérêt que vous avez accordé à ce recyclage et vous encourage à persévérer dans le sens de la formation. Les commandants d'escadron ensuite doivent accepter de se former, de se remettre en cause, doivent accepter que leur conception du maintien de l'ordre public ne puisse être plus complètement adaptée. Ils doivent accepter de modifier leur schéma tactique en permanence et leurs modes opératoires. Ils doivent accepter que les jeunes officiers placés sous leurs ordres
travaille selon des méthodes modernes et respectueuses de la personne humaine. Le représentant du haut commandant de la gendarmerie nationale estime que ces hommes sont prêts à assurer la sécurité intérieure du pays conformément à la loi. Elle vous permet aussi d'affronter, n'est-ce pas, toutes les menaces dont notre pays ou les autres pays même, n'est-ce pas, aujourd'hui font face. D'après une liste transmise par le FNDC à la presse, 25 dignitaires du régime Condé risquent des sanctions pour violation des droits de l'homme. C'est une recommandation de 32 des 705 députés européens. Le président du modèle croit à l'aboutissement de cette démarche qui vise à rendre justice pour le bonheur des victimes. Reportage Malik Sangiana Kamara et Yacouba Traoré. Depuis l'avènement du professeur Alpha Condé au pouvoir, le pays a enregistré environ 200 morts en marge des manifestations politiques. Des violations des droits de l'homme sont dénoncées par l'opposition et des organisations internationales. Finalement, 32 députés de l'Union européenne sur 705 se saisissent de ces dossiers et recommandent des sanctions contre 25 personnalités du régime Condé, dont le Premier ministre Kassori. L'Union européenne est notre partenaire et un de nos partenaires au développement. Ils ont un droit de regard sur ce que nous faisons, au même titre que beaucoup d'autres institutions et beaucoup d'autres partenaires. Donc c'est à ce titre que cela a été recommandé. Alouba regrette l'inaction de la justice guinéenne à situer la responsabilité des exactions que le pays a connues. Cependant, l'implication de l'extérieur lui augure de l'espoir. La bonne décision, bien entendu, c'est de sanctionner ces personnes au regard de ce qu'ils ont eu à faire. Bien entendu, c'est ça la bonne décision. On aurait aimé que ce soit la justice dans notre pays, ce n'est pas désespéré. L'État étant une continuité, nous aspirons à gouverner la Guinée. Bien entendu, un jour, la justice se prononcera sur ces cas. Mais pour le moment, nous n'avons pas une justice indépendante, ce n'est pas un secret. Mais si elle peut venir d'ailleurs, bien entendu, ce serait salutaire. Sous l'indépendance et la souveraineté de la Guinée à gérer ses affaires internes, le jeune politique pense que les 25 personnalités ciblées pour être sanctionnées ne constituent pas l'État guinéen. Quand des gens qui ont mal fait ou qui se sont mal comportés sont interpellés, ce n'est pas la Guinée qui est interpellée. Il faudrait qu'on arrête cette confusion. Ceux-là, ils ne sont pas plus prétentieux que tous les Guinéens. Ils ne portent pas la Guinée. C'est 25 personnes, de 25 personnes qu'il s'agit, ce n'est pas de la République de Guinée qu'il s'agit. Donc je ne vois pas en quoi on peut parler de souveraineté ou d'indépendance dans ce sens-là. Si la recommandation des 32 députés de l'Union européenne est appliquée, les personnalités concernées seront interdites de voyager et verront leur avoir gelé dans l'espace européen. L'audience criminelle de ce vendredi dans le dossier Boubacar Diallo alias Grenade a été renvoyée au 4 juin prochain, poursuivi pour tentative de meurtre et détention illégale d'armes de guerre. Ce renvoi sans motif est une déception pour son avocat qui souhaitait voir son client libéré. Bernard Koundouno, Aboubacar Keke Bangoura pour le compte-rendu. Il est poursuivi pour tentative de meurtre et détention illégale d'armes de guerre. Après près de 4 ans de détention, Boubacar Diallo alias Grenade devra encore retourner dans sa cellule. L'audience criminelle de ce vendredi à la cour d'appel de Conakry a été renvoyée pour le 4 juin prochain. Son avocat, qui s'attendait à rentrer avec lui, est déçu de la décision de renvoi du juge sans aucune explication. On renvoie le dossier au 4 juin, dans 15 jours encore. Donc nous avons le sentiment que ce n'est pas le droit qui va être dit. Nous avons le sentiment que, comme nous avons toujours dit que c'est un dossier politico-judiciaire, nous avons le sentiment qu'il y a d'autres forces qui sont derrière cette affaire et qui veulent torpiller la procédure. Mon client est déçu, je suis moi-même déçu. On pouvait s'attendre à tout sauf à la décision judiciaire, au renvoi de l'affaire aujourd'hui. J'ai été surpris, mon client aussi a été surpris. Néanmoins, il retourne en prison et nous attendrons le 4 juin. Mais il n'y avait pas de raison que cette affaire soit reportée. Après sa condamnation à 10 ans de réclusion criminelle au tribunal de première instance de Dixine, Maître Salifou Béavogui et son client ont fait appel à la cour d'appel de Conakry. Le renvoi sans motif de cette audience a plusieurs interprétations selon l'avocat. Quand vous voyez des renvois comme ça, de ce genre,
des renvois laconiques à la dernière minute et qui n'ont aucun motif, il faut se rendre compte que le dossier doit être quelque part pour quelque chose. À travers le petit, on veut faire croire que ce sont les militants même de l'UFDG qui tuaient les militants de l'UFDG pendant les manifestations. C'est tout. Pour rappel, le jeune Boubacar a été arrêté au siège du RPG à Amdalaï il y a bientôt 4 ans. C'est une bonne nouvelle pour la Guinée. L'Union européenne vient de lever une lourde sanction sur le pays d'Alpha Condé depuis plus de 10 ans. La Guinée avait été interdite d'exporter ses produits halieutiques dans les pays de l'UE pour diverses raisons. Ça y est, plus de sanctions. Les autorités guinéennes, à travers le ministère des Pêches, de l'Aquaculture et de l'Économie maritime, se réjouissent de la bonne nouvelle. Toutefois, elles regrettent ce qu'elles ont subi et promettent de ne plus commettre les mêmes erreurs. Justin Leno, Abou Koria Kourouma. C'est en février 2007 que l'Union européenne a interdit à la Guinée d'exporter ses produits halieutiques. 14 ans de patience et de péripéties, l'économie guinéenne dans ce secteur d'activité a souffert le martyre. D'abord, il y avait le côté politique. Politiquement, en Guinée, ça n'allait pas. Il fallait taper la Guinée pour voir. Après, la raison politique, c'était d'abord, il y a même dans certains quartiers ici, moi je me souviens, dans des quartiers, on traitait le poisson n'importe comment pour l'exporter, alors que l'Européen, ce qui rentre dans son ventre, il faut qu'il ait la traçabilité. Grâce à un travail de fond, la vieille sanction a été levée. Désormais, la Guinée pourrait continuer à exporter ses poissons vers tous les pays de l'Union européenne. Imaginez-vous, depuis février 2007. Février 2007, nous sommes en 2021. Il a fallu tout un travail de fourmi. Je profite pour féliciter l'équipe de contrôle qualité. Parce que vraiment, ils ont fait un travail de fourmi. Parce que quand la sanction est tombée, imaginez-vous, à peu près 10 établissements, dont chaque établissement avec ne serait-ce que 15 pères de famille, au chômage comme ça, c'était catastrophique. La sanction est certes levée, mais pour beaucoup, le Centre national de surveillance des pêches doit multiplier ses actions. Des actions comme la lutte contre la pêche illicite et l'écoulement des produits halieutiques de mauvaise qualité sur le marché pour ne plus être visés à nouveau. Des raisons de plus qui ont été à la base de la sanction dont le pays vient de sortir. L'application rigoureuse des règles sanitaires des produits de pêche. D'abord, les embarcations. Deuxièmement, les zones de pêche. Troisièmement, là où on débarque et les lieux de traitement. Ça, le contrôle technique doit veiller à ça parce que quand le produit arrive en Europe, vous avez 50 colis, on prend 2 en échantillon, dès qu'il y a défaillance, toute la cargaison est détruite. L'exportation des produits halieutiques est une politique qui permet à la Guinée d'accroître son économie. Les 14 ans de suspension ont sans doute réduit le chiffre d'affaires du pays dans ce secteur d'activité. Et puis les responsables de la société de transport aérien sénégalaise étaient dans nos murs ce matin. Ils sont venus présenter de nouveaux produits à la clientèle et parler du partenariat qui existe entre eux et le groupe Adafo Media, une collaboration qui aura des impacts positifs sur tout le continent africain, voire ailleurs, ambitionne-t-il. Reportage Dienebemba Koulibaly et Mohamed Alousseni Kamara. Ce partenariat entre la société de transport aérien Transair et le groupe Adafo Media vise à faire de l'intégration africaine une réalité avec des actions fortes pour le bonheur des populations du continent. Ce que nous faisons avec eux, avec Adafo, va au-delà de la Guinée, parce qu'on en a des retours partout où Adafo espace est regardé. Nous avons des retours de ce que nous faisons avec eux. Et c'est une initiative qui est à l'image de ce qui se fait avec Transair. Des innovations, le confort des voyageurs, l'efficacité du personnel, entre autres. La compagnie Transair se veut d'être une référence dans le transport aérien en Afrique. Et la présence à Conakry de son chef exécutif en dit long sur sa motivation. Et aujourd'hui, nous sommes à Conakry, c'est pour lancer le nouveau produit pour le réseau de distribution.
nous sommes en train de mettre en place un système de distribution beaucoup plus moderne pour permettre la vente de par le monde. Basée sur sa propre expérience, cette compagnie a pour objectif d'offrir un bon service avec des prix à la portée de ses clients. Elle s'engage dans une politique de réflexion sur la coordination et la planification de la chaîne de services fournis aux avions lors de leur escale à Dakar, informe le chef exécutif. Mais depuis 5 ans, l'initiative a été vraiment de démocratiser le transport aérien, c'est-à-dire faciliter le transport entre nos aéroports sous-régionaux, assurer une connectivité beaucoup plus forte. Et c'est ça, pour moi, l'avenir de l'Afrique, en tout cas dans le secteur aérien, c'est d'élargir. La compagnie Transair a ouvert une nouvelle ligne Conakry-Dakar, puis Conakry-Sierra Leone. De son côté, le groupe Adafo Media va contribuer à la promotion de l'entreprise à travers la visibilité de ses actions sur le terrain. Transair, c'est 10 ans d'expertise dans le domaine du transport aérien, 90 000 passagers par an, 60 vols par semaine, dont 40 vols à l'intérieur du Sénégal. Plus de 100 employés sont à pied d'œuvre chaque jour pour permettre à la clientèle de voyager dans les meilleures conditions et surtout avec un confort irréprochable. Un reportage de Djenebemba Koulibaly. Et puis, je vous le disais également en titre, l'imam de la mosquée Bilali de Nongo s'est prononcé ce vendredi sur plusieurs sujets qui défraient la chronique de l'actualité religieuse en Guinée. Depuis quelques jours, de l'arrestation de l'imam Ismaël Nanfo Diaby à la suspension de certains imams à Cancan, en passant par la radiation d'un d'entre eux pour avoir bravé l'interdiction des prières nocturnes dans les mosquées pendant les 10 derniers jours du mois saint de Ramadan. El Hadj Mansour Fadiga s'est également exprimé sur le sacrifice conseillé aux Guinéens par le secrétaire général aux affaires religieuses Mohamed Valek Touré, Binta Tafsir Diallo et Alseni Kamara. Le premier imam de la mosquée Bilali de Nongo est sorti de son silence ce vendredi. L'arrestation de l'imam Ismaël Nanfo Diaby à Cancan le jour de la fête de l'Aïd el-Fitr pour avoir prié dans une autre langue que l'arabe a fait réagir l'imam. Il estime que cet acte est condamnable selon les règles de l'islam. Dans l'islam, il est condamnable. Quelqu'un qui amène la division, il doit être condamné. Je ne peux pas dire maintenant la peine capitale chez nous. Ici, les 95% sont des musulmans. Mais nous nous retrouvons tous avec le Coran arabe là. Ce que Dieu a descendu. Si on dit maintenant qu'il est permis à chacun de prier dans sa langue, moi, qui est considéré aujourd'hui comme doyen des imams de Guinée, je ne peux pas faire prier au Fouta. Parce que je ne peux pas parler le pulaar correctement. Des invocations peuvent se faire dans une autre langue que l'arabe, mais en ce qui concerne la prière, seule la langue arabe est conseillée, explique El Hadj Mansour Fadiga. Quel n'est pas le Coran qu'on est en train de traduire, c'est le sens du Coran qu'on a traduit en Maninka par Karamo Souleymana qui a inventé Nko, le grand savant là. Mais même lui, ce n'est pas le Coran en entier. C'est le sens du Coran, selon sa compréhension à lui. Le secrétaire général des affaires religieuses a dans une déclaration instruit les Guinéens à faire des sacrifices pour le bonheur du peuple. Une chose que ne rejette pas le président de l'Union des oulémas de Guinée pour la science et la culture. Il dit ne pas être d'avis avec ceux qui demandent son départ. Faites face aux calamités avec des invocations et des prières. Donc, si le secrétaire général nous demande de donner des sacrifices, moi je vois ça dans cet angle-là. Je ne vois pas comment on peut dire qu'il a fait le charlatanisme. Il condamne les violences qui sont survenues en Haute-Guinée suite à l'interdiction des prières nocturnes dans les mosquées pendant les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Suite à cela, des imams ont été sanctionnés par les autorités, un acte que salue El Hadj Mansour Fadiga.
Des échos sur la note circulaire du secrétariat général aux affaires religieuses autour d'un sacrifice. Il y en a eu aussi auprès des citoyens. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Nos reporters Marissa Camara, Abdoulaye Camara en ont interrogé ce vendredi. Suivez leurs réactions. Jamais un communiqué n'aura suscité vent de moquerie et d'indignation sur la toile et dans les médias. Un communiqué dans lequel le ministère des Affaires religieuses des sacrifices recommande du lait Gloria, 1 kilo de riz et des offrandes. Il s'agit selon Ali Jamal de prier pour éviter les calamités naturelles dans le pays. Non, moi je ne vais pas enlever parce que quelqu'un m'a dit d'enlever. Ce que je peux faire, c'est prier Dieu pour que ces calamités, il nous éloigne de ces calamités. Le secrétariat des affaires religieuses ne joue pas d'un bon nom au sein de la communauté musulmane de Guinée. Surtout qu'il avait interdit les prières nocturnes pendant le mois saint, puis le sacrifice ne s'improvise pas. Il ne se fait pas au gré et en fonction des moyens de l'intéressé, des choses que semble oublier Ali Jamal. On a vu que le gouvernement et principalement la Ligue islamique avait fermé les mosquées pour les prières nocturnes. Donc on ne peut pas maintenant nous dire dernièrement là de donner des sacrifices pour rejeter les calamités. Si c'était à cause des calamités, on pouvait faire les prières nocturnes pour demander à Allah de nous sauver pour que nous épargnions des malheurs. Mais maintenant, on ne sait pas si le sacrifice là c'est pour le gouvernement ou c'est pour la population, parce qu'on sait que tout est politisé en Guinée. La solution aux calamités naturelles devrait être d'ailleurs pas dans le domaine du surnaturel, expliquent ces citoyens pour qui on devrait plutôt se pencher sur les vrais problèmes du pays. Je pense que si on doit trouver un remède, il faut le trouver. Mais dire qu'il faut juste faire un sacrifice et s'attendre à un coup de main sans passer par une autre méthode, c'est-à-dire la conscientisation et de la population face ici à la nature. La situation qui reste tout de même posée est de savoir s'il faut continuer à arracher la Ligue islamique au secrétariat des affaires religieuses ou la rendre indépendante. En région, l'école primaire de Baralandé, située dans la commune urbaine de Bokeh, entièrement rénovée et équipée grâce à l'appui de la société UMS à travers la fondation Wazni. La cérémonie de remise de cet édifice public s'est déroulée ce jeudi dans l'enceinte du dit établissement en présence des parents d'élèves, les sages ainsi que les autorités locales et éducatives de la préfecture. Reportage Salifouli Fossissé et Omar Sori et Camara. Construite en 1998, l'école primaire de Baralandé, composée de 3 salles de classe, une direction, un bloc latrine de 3 cabines, vient d'être rénovée et équipée grâce au soutien de la société UMS. Ces gestes de la fondation Wazni visent à encourager le secteur éducatif afin d'améliorer les conditions d'enseignement des élèves dans les localités impactées par l'exploitation minière du consortium. Ça, c'est une initiative de la fondation Wazni. Donc il y a une cellule de UMS qui est là pour accompagner la formation des jeunes, parce qu'il faut un esprit sain dans un corps sain. L'enseignement doit se passer dans un environnement propre, adéquat pour motiver non seulement le corps enseignant, mais aussi les apprenants, ça peut les motiver. La directrice de cet établissement scolaire s'est félicitée de ces gestes de la fondation Wazni. De même, elle sollicite auprès des donateurs la réalisation d'une clôture, la construction d'un logement des travailleurs et la formation du personnel enseignant pour le bon déroulement des cours. Tous les élèves et les personnels enseignants, par ma voix, remercie tous les travailleurs de la société IMS à travers la fondation Wazni. Nous, les maîtres de cette école, sollicitons auprès de la fondation la réalisation de la clôture et la construction des logements des travailleurs pour la sécurité de l'école. Pour les autorités préfectorales de l'éducation de Bokeh, c'est un ouf de soulagement. Elle promet tout de même d'entretenir cet établissement dans les meilleures conditions. Ce que je peux vous promettre, avec l'effort fourni par cette société, je vous promettrai que nous tiendrons cet établissement dans de très bonnes conditions. En tout cas, l'entretien ne fera pas défaut. Ensuite,
un suivi régulier sera établi au niveau de la DSE, pourquoi pas la direction préfectorale de l'éducation. Dans la commune rurale de Kolaboui, une autre localité de la préfecture de Boké impactée par le projet du consortium UMS, 10 motos de marque TVS ont été offertes à la jeunesse de cette communauté. Ce don qu'il nous a donné aujourd'hui nous signifie que vraiment il pense à cette jeunesse de Kolaboui. Donc nous sommes très heureux et réconfortés. Donc ces motos seront utilisées à bon escient. Sport maintenant, les journées de réflexion sur le sport national en Guinée, initiées par le département des sports, ont démarré ce vendredi dans la ville de Kindia. L'objectif vise à échanger autour des grandes questions d'organisation et de promotion du sport national. Cette rencontre de 2 jours regroupe plus de 33 fédérations sportives. Reportage Moussa Kamposoma, Aboubakar Silla. Ces journées de réflexion sur le sport national sont nées après l'adoption à l'Assemblée nationale de la loi portant organisation, promotion et contrôle des activités physiques et sportives en République de Guinée. Les travaux ont démarré ce vendredi en présence de plusieurs autorités du pays, dont le ministre d'État, ministre des Sports. Ces journées de réflexion sur le sport sont un acte par excellence d'échange et d'harmonisation des points de vue autour des grandes questions d'organisation et de promotion du sport national. Elle constitue un cadre de discussion sur les moyens à mettre en œuvre et les mesures à préconiser afin de mobiliser les ressources nécessaires au financement du sport. Selon le chef du département des sports, au cours de ces 2 journées de réflexion sur le sport national, plusieurs thématiques seront développées. Les présentes journées donnent aussi l'opportunité aux participants d'échanger sur les thèmes à savoir les missions et attributions du département, l'optimisation du partenariat entre le ministère des Sports et les fédérations sportives nationales, le renforcement des capacités des ressources humaines, la coopération bi- et multilatérale, la communication institutionnelle, les infrastructures, base de développement du sport. Au cours de ces journées de réflexion, toutes les fédérations sportives seront entendues sur leurs difficultés et les perspectives. Ensuite, 2 documents juridiques seront élaborés, à savoir la délégation du pouvoir et le contrat d'objectifs, qui seront aussi présentés pour mieux optimiser les relations entre le ministère des Sports et les fédérations sportives. En sa qualité de président d'honneur des dites journées, le ministre d'État, ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts, n'est pas passé dans le dos de la cuillère. Mohamed Oyeguilavogui a demandé aux acteurs du sport guinéen de se dire la vérité pour faire bouger les lignes. C'est le moment de regarder dans le rétroviseur, procéder à des diagnostics très sévères, qu'on se dise la vérité. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça marchait avant et pourquoi ça n'a pas continué? Il faut qu'on ait le courage de se parler. Il faut rappeler qu'à la veille de cette retraite, le département des sports a aussi organisé dans la soirée de jeudi un sacrifice et une lecture du Saint-Coran à la grande mosquée de Tafori, suivi des prières à l'église de Yabara pour la cohésion au sein de la famille sportive guinéenne. Et nous clôturons cette édition par cette brève. Le tournoi des moins de 15 ans de l'Union des fédérations de l'Afrique de l'Ouest a démarré ce vendredi à Conakry. La Guinée et le Libéria ont disputé le match inaugural. Les Guinéens, qui ont été rattrapés par 2 fois au score, ont réussi finalement à s'imposer sur le score de 5 buts contre 3, avec notamment un triplé de Mamadouba. La deuxième rencontre a opposé les moins de 15 ans du Mali à ceux de la Sierra Leone, amputés de 8 joueurs clés suite au test IRM. La Sierra Leone, venue à quelques heures du coup d'envoi du tournoi, n'a pas fait le poids malgré les multiples arrêts du portier Seri Cargo. La Sierra Leone s'est inclinée sur le score fleuve de 7-0. Nous reviendrons largement sur les détails dans nos prochaines éditions d'information. Et voilà qui met fin à cette grande édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.